Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas d'éthanol, c'est-à-dire on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et puis on doit se réserver de faire des promesses très fallacieuses, des promesses qu'on sait, on ne sera pas en mesure de réaliser. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Touche à tout, une émission socioculturelle, une émission qui reçoit pour vous les figures prépondérantes, n'est-ce pas, dans tous les secteurs. Et comme à l'accoutumée, je présente toujours cette émission avec mon confrère, avec un mouvement circulaire, à qui je m'en vais dire bonjour, monsieur Amour Biloulou. Bonjour, monsieur Chetrak. Comment la santé, ça va? Je vais très bien, gracieusement. Merci beaucoup. L'invité du jour, je vais très bien moi-même le présenter. Il est membre de l'UNPC RDC. Il est également membre du comité olympique congolais. Il est également correspondant à la RFI Radio France Internationale, la personne de Kaboulou, Mwana Kaboulou François. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chabrak, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. On va parler de la rétrospective, perspective de votre carrière journalistique, parce que c'est important de savoir d'abord votre passé, parce que vous êtes vraiment une figure prépondérante dans les sphères journalistiques. C'est vraiment important de parler de votre passé. Alors, monsieur Kaboulou, comment êtes-vous devenu journaliste et directement journaliste à la RTNC? Un coup de bâton magique ou soit... Non. En fait, moi, je devais être médecin. C'était ma destinée. Et nous avons vécu dans la dictature. Maréchal Mobutu, tout ça, c'était très, très dur. Moi, je suis originaire du Katanga. Alors, le maréchal avait instauré un système de quotas pour équilibrer la chance aux jeunes par rapport à toutes les provinces de la RDC. Alors, quand j'ai fini les humanités littéraires, comme je voulais embrasser la médecine, on m'a viré un peu vers ce qu'on appelait à l'époque la propédeutique science, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille renforcer les mathématiques, la physique, tout ça. C'est pour ça que je fais la propédeutique science à l'université de Kinshasa. Quand j'ai fini, je suis venu pour faire, maintenant commencer la médecine, mais j'avais un examen de passage en physique. J'ai fait la physique, j'ai terminé. Maintenant, pour me laisser, pour donner l'accès en premier graduat de médecine, on me dit non, monsieur, les quotas de Katanga est clôturé. Tu ne peux pas entrer. C'était ça. Donc à partir de ce moment-là, tout était désorienté. J'ai essayé d'expliquer, on ne m'a pas compris, on m'a dit non, on vous donne une chance. On m'a envoyé en chimie, j'ai dit je n'aime pas la chimie. Après nous sommes allés en droit, j'ai dit mettez-moi même en droit. En droit, l'auditoire était saturé. Après on m'a dit économie. C'est à cette chance. Ou tu fais l'économie ou tu quittes le campus. Je n'avais pas de choix. Moi, je voulais étudier. J'ai fait l'économie. Vous avez quand même... Je fais l'économie. Je fais l'économie. La première année de graduat, je finis. Je passe en deuxième. Après, il y a un concours de circonstances. J'apprends qu'il y a un concours à l'ISTI pour les journalistes. Je n'avais pas la vocation journalistique au départ. Je me dis, comme je rate la médecine, que je fasse quand même les droits. Pas de chance. Alors, en économie, j'ai dit non, je n'aime pas l'économie. Mais je vais présenter les concours à l'ISTI. Et on avait besoin de 21 candidats. J'ai eu la chance. On était 1500 au départ. J'ai eu la chance d'être retenu parmi les 21. C'est comme ça que l'aventure journalistique a commencé. Et j'ai démarré à l'ISTI. J'ai fait les 5 ans exigés pour avoir la licence. J'ai fait la première partie, c'était les graduats. 3 ans. Je suis allé faire l'étage en presse écrite. Parce que j'avais opté pour l'audiovisuel, donc radio et TV, mais j'ai dit non, je fais d'abord la partie presse écrite pour être un journaliste complet. Je suis allé, j'ai fait la presse écrite, je travaillais au stade, etc., tout ça. Et après, quand je suis revenu pour faire la licence, à ce moment-là, je ferai les stages à la télévision, à La Voix du Zaïre, à l'époque. Et c'est comme ça, on a fait les stages, j'étais au journal Parler, affecté au journal Parler. On a travaillé après, parce que quand il a fallu compléter la formation, on nous a envoyé à la télé, c'est là où ça va basculer. Parce que quand on arrive là-bas, le directeur en chef de l'époque, Victor Kassonga Munga, paix à son âme, il est décédé, il a dit non, moi il me faut absolument un sportif. Parce que dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de journalistes sportifs à la Voix du Zaïre. Il y avait 5, c'était tout. Moi j'arrive, jeune,
Il y avait Bassou Nzinga qui est décédé, il y a Est-ce que Kapalama Lambouille, etc. C'est fait un peu ça. joueur dans le passé parce qu'on attend, Ouais. on s'appelle Maradona. Maradona. Oui. Est-ce que vous avez été joueur dans le passé? Oui. On ne va pas appeler seulement Maradona, je t'ai appelé aussi Pelé, parce que moi je suis gaucher naturel. Ok. En général, les gauchers, c'est des très bons dribbleurs. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai joué au football. J'ai joué quand j'étais à l'internat, parce que moi j'ai grandi toute ma vie scolaire, c'est à l'internat. J'étais à l'internat à Kananga, à Loulouabourg. J'ai joué au niveau du championnat local. J'étais élève, mais j'ai joué au football. Et après, quand je suis arrivé au campus, quand j'étais en première année économie, j'ai joué dans Motema Pembe ici, parce que moi j'habitais Lemba, je jouais dans Imana 2. Parce que dans le temps, Motema Pembe avait 2 pépinières. Il y avait Lemba, on appelait Motema de Imana 2, et puis à Bandalungwa, l'équipe qu'on appelait Manaya. Alors, à un moment donné, les Kakoko, les Kidoum ne venaient plus, parce qu'il y avait un grand écart avec la SV Club, donc ils ne venaient plus, alors on est venu nous prendre. C'était des jeunes, moi j'étais en première année de graduat, puis mes parents ont dit, bon, comme tu travailles bien à l'école, il n'y a pas de problème, on m'a autorisé. Et c'est comme ça que j'ai joué. Et alors, à force de jouer, je jouais tellement bien, comme j'étais un bon dribbleur, j'ai jamais mon surnommé, parfois Maradona, parfois Très bien, on va avancer. Pelé. Je vais Oui. vous poser une question avant que je ne passe la parole à mon confrère. Ouais. On vous sent, M. Kabolo, trop nostalgique dans vos différentes interventions sur les Nostalgique. commentaires. Voilà. Oui. Parfois vous dites à l'époque des Ndaye, apparemment le présent ne vous satisfait pas. On vous sent vraiment trop nostalgique dans vos différents commentaires. Non, ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Vous savez, regardez le football d'aujourd'hui et le football d'hier, c'est différent. La musique d'aujourd'hui et la musique d'hier, c'est différent. Parfois, les gens, même les jeunes d'aujourd'hui, vous disent « Ah, je préfère écouter la rumba, peut-être des Luambo, des Vicky Longomba, des choses comme ça. » Contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans la musique. On cite trop des noms des gens, tout ça. Ça dépend des choix. Donc, comme moi, je suis joueur, alors, c'est un peu ça. Je suis trop exigeant. J'ai vu beaucoup de matchs dans ma vie. J'ai connu des grands joueurs, comme les Ndaye Mutumbola. Parce que moi, quand j'étais à l'internat, Ndaye Mutumbola jouait dans l'équipe de la Renaissance d'abord, tout violent Pelé. Après, il est passé à Chinkunku, de Kananga. Donc, j'allais au stade. Il y avait des jeunes d'équipe, de joueurs. Donc, il y a des joueurs qui me sont restés dans la tête, à tel point que ça ne m'empêche pas de faire une petite comparaison. Je dis, bon, c'est un peu ça. Nostalgique, oui, je me réfère au passé. Tu sais, pour bâtir parfois l'avenir, il faut se référer toujours sur le passé. Bien, M. Kabolo, voilà, nous sommes toujours dans la phase de la rétrospective. Rétrospective, oui. Puisque vous fûtes joueur, bien sûr, mais pourquoi n'avez-vous pas pris donc plutôt cette décision de continuer avec le football qui dit d'embrasser la carrière journalistique? Alors cette transition ne vous a pas gêné un petit peu là? Non, moi, comme je vous ai dit, j'avais 2 préoccupations. Dans ma vie, c'était le football. J'ai rentré de l'école, j'ai jeté les cahiers et j'allais jouer au football. Tous les jours presque, j'ai joué au football. Moi, j'ai eu la chance un peu parce que côté scolaire, je progressais bien. Donc, mes parents me surveillaient, mais ils me laissaient. Mais quand il a fallu maintenant progresser dans la vie, certainement mon père qui était très sévère, il a analysé, il a vu que le football ne nourrissait pas son homme. On était dans un contexte de football amateur. Il n'y a pas d'avenir. Alors mes parents ont fait les choix entre les études et le football. C'est pour ça que j'ai été orienté plus côté études. Ils se sont investis pour ça. Et c'est comme ça, j'ai peut-être loupé la carrière de footballeur. J'aurais pu continuer, bon, mais le destin a décidé autrement. Et quand vous avez décidé de faire le journalisme, les parents étaient contents ou... Quand j'ai fait Quand vous avez pris la décision de faire du journalisme, les parents étaient contents ou comment? Oui, mais mon père ne pouvait pas m'imaginer un jour journaliste. Hein. Mon père, on avait discuté, il voulait que je devienne médecin. Mais après maintenant, quand je terminais les études, quand j'ai eu ce que j'ai eu, comme je vous ai expliqué, quand j'ai commencé le journalisme, il est décédé. Mais j'ai continué, je me suis dit, peut-être il m'a donné une ouverture. Et c'est comme ça. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il pouvait dire, enfin, quand même, le journalisme lui a permis de vivre. Bon, je crois. Mais les autres parents, les autres frères et sœurs, je pense qu'ils ne se plaignent pas. Voilà, vous êtes ambitieux. Alors, j'aimerais savoir qui vous inspirez ou vous stimulez à faire le journalisme. Aujourd'hui, vous êtes parmi
les journalistes sportifs les plus pointus de notre pays, reconnus d'ailleurs partout dans le monde. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous inspire ou vous boostez, vous stimulez à faire ce métier. Bon, au départ, moi-même, je suis passionné des sports. Ça, c'est un élément capital. Parce que je me souviens, même quand on était à l'ISTI, quand on a commencé, on m'avait donné la charge. Vous savez, le système à l'époque du maréchal, il y avait la jeunesse du parti dans tous les instituts. On avait une cellule et moi, j'étais secrétaire adjoint de la jeunesse. Même mes copains qui étaient avec moi, on m'a dit, ah non, il faut confier le sport à Kabidog, on m'avait confié le sport. Et voilà, même au niveau scolaire, j'étais toujours secrétaire adjoint chargé des sports et de la jeunesse. Et c'est d'abord ça. Et quand j'ai commencé le travail, j'ai rencontré d'éminents journalistes. C'est une chance extraordinaire. Lucien Chimpumbu Chimpumpu, qui est décédé, à qui je rends grâce, c'est l'un des plus grands journalistes sportifs africains et très connu dans le monde. Il a créé l'Union des journalistes sportifs africains. C'est notre compatriote. J'ai travaillé avec lui. Quand je vous ai dit que je suis allé faire les stages en presse écrite, en fait, j'ai travaillé avec Lucien Chimpumbu. Je me suis dit non, je connaissais des noms. Comme j'ai eu la chance de l'approcher, c'est un travailleur infatigable. Quand toi tu dors, c'est quand lui il se réveille. Il travaillait la nuit, dans les temps. Maintenant, il y a l'Internet. Vous vous imaginez? Il travaillait sans Internet. Les vieux avaient à peu près 5 radios, il écoutait partout, il ne loupait aucune occasion. Et je suis allé apprendre des métiers là-bas. C'est comme ça que j'ai appris, j'ai été passionné. Après, je suis tombé entre les mains de Bassou Danzinga, qui a été une grande figure ici. Ça, c'est la catégorie des journalistes à forte personnalité. Beaucoup d'indépendance d'esprit. Parce que cette exigence dans notre métier, si tu veux réussir, il faut être indépendant, il faut faire très attention. Parce que si vous hypothéquez votre carrière entre les mains des dirigeants, entre les mains des non-journalistes, vous risquez de louper la carrière. Alors j'ai eu la chance de suivre les pas de ce vieux-là, qui était très regardant, qui faisait des analyses très critiques, positives, et qu'à l'époque de la dictature, c'était pas facile. Vous savez, les systèmes qui existaient, mais ils avaient le courage. Ils dénonçaient ce qu'ils dénonçaient, etc., etc. Et moi, j'ai eu la chance, je n'étais pas pressé. Je viens avec la licence et j'expose. Non, ça c'est une erreur. Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez les anciens, il faut les écouter. Je ne suis pas venu avec les complexes universitaires. Les vieux ont été formés sur l'État, mais ils avaient les talents naturels, qu'ils ont enrichis. Ils ont fait des voyages, ils font des reportages dans le monde. Et moi, je suis allé lentement. Monsieur Kaboulou, tu vas en Djil? Je pars en Djil. Je faisais les reportages à 13h à midi, à la place Sainte-Thérèse, les petites équipes là. Kaboulou, tu vas à Banzagon? Ouais. Et après, je n'ai même pas commencé par les grands footballs. Parce que là, c'était les domaines réservés aux vieux, tout ça. Et imaginez-vous les léopards, à cette époque-là, avec toute la gloire. Alors moi, j'ai suivi mon chemin. Et Kaboulou, on m'a affecté, je pense, la première affectation, c'était aux chevaux. L'équitation. Je suis allé là-bas, on m'a dit, tu vas là-bas, je dis, pas de problème. Après, on m'a affecté à l'automobile. J'ai dit, je vais là-bas, il n'y a pas de problème. Je suis allé avec ma lettre d'affectation, j'ai pris les documents, j'ai acheté. Imaginez-vous, aujourd'hui, je suis président de la Fédération congolaise de sport automobile. Donc, je n'ai pas brûlé les étapes. Je suis parti des zéros, j'ai appris à couvrir l'automobile. C'est une histoire qui n'intéressait pas les vieux parce que là, il n'y avait rien. Mais du côté des léopards, il y avait beaucoup d'argent. C'est un parcours D'accord. Monsieur Kabou, je rappelle que vous êtes correspondant de la RFI, aviez participé à la Coupe du Monde 1988. Vous êtes directeur sportif à la RTNC. Vous êtes également membre de l'INPC. Vous êtes également membre du COC. Qu'est-ce que cette expertise a apporté comme innovation dans le sport? Le fait que je suis un peu partout là. Un peu partout là, voilà. Bon, ça m'a donné des ouvertures. Vous savez, il ne faut jamais se fatiguer d'apprendre. Bon, alors, c'est à force de rester dans toutes ces structures que je suis en train de consolider aussi la carrière. Parce que le journalisme, c'est bien, il ne faut pas rester seulement faire le journalisme assis. Non, moi je fais le journalisme debout aussi, je bouge, je vais à gauche, à droite. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il faut rentrer dans les institutions. Ça nous permet aussi de se faire des relations
Ça te permet d'ouvrir les horizons. Ça te permet aussi d'apprendre. Vous savez, quand je suis arrivé au comité olympique, ça date. Je commençais par être un simple membre et ça m'a permis d'occuper des fonctions. J'ai été chef de mission, j'ai effectué beaucoup de missions pour notre comité olympique, pour la jeunesse congolaise. Hein. Il fallait organiser les sorties de participation dans les Jeux africains. Je sais que la première mission comme chef de mission, c'était à Maputo, en 2011. Je suis allé là-bas. Après, j'ai été à Barcelone. J'ai été à Nice, en qualité de chef de mission. J'ai été à Buenos Aires, aux Jeux olympiques de la jeunesse. Et puis j'ai conduit notre jeunesse à Alger, au 3e Jeu de la jeunesse. Donc, tu vois, ça m'a permis d'ouvrir les horizons, de rencontrer d'autres personnalités, de s'ouvrir un chemin sur le continent. Ah, c'est ça l'avantage du voyage. Vous participez au colloque, vous participez aux grandes réunions, vous discutez, vous échangez, et les portes sont en train de s'ouvrir. Et c'est ça les côtés positifs. C'est-à-dire, j'ai testé les terrains internationaux, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté, et aujourd'hui, bon, je dirais que je n'ai pas de problèmes sur le plan international. Il suffit de prendre le téléphone, et puis, parce que j'ai créé des réseaux. Il faut créer des réseaux. Vous appelez à Paris, vous appelez à Buenos Aires, vous avez une adresse à Washington. C'est comme ça que le journaliste vit. Parce que le journaliste vit de sa plume. C'est ça. Voilà. Alors, en tant que journaliste sportif Oui. de notre pays, comment arrivez-vous à évaluer l'évolution du sport congolais en général et du football en particulier? Les sports, le football. Le football. Le football en particulier. Vous savez, notre football, c'est un football très riche, en talent, indiscutablement. Nous sommes l'un des pays pétris de talents naturels, des joueurs de grande qualité. Vous avez vu de génération en génération, et vous avez vu comment on a commencé à évoluer. On a eu la chance, en 1965, le maréchal a aimé le football. Mais il a fait de ce football aussi un instrument de propagande. Un instrument pour sa réputation personnelle. C'était notre chance. Parce qu'il a mis le paquet. Il a donné de poids. Quand il était humilié en 1966, je crois pas les Ghana qui étaient venus ici, le maréchal, comme il ne supporte pas l'humiliation, tu vois, il avait l'orgueil, le sens de la grandeur, et ça c'est extraordinaire. Il a fait appel, il a dit non. Le Zaïre ne peut pas être bas comme ça. Il a battu les rappels des joueurs qui étaient partis en Belgique parce qu'il avait un défi à relever. On a fait le mixage avec les jeunes qui étaient ici. Et le football a éclaté. 1968, 1974, on est parti à la Coupe du Monde. Ça, il aimait ça. Et on a mis le paquet. Les joueurs, c'était des amateurs, mais placés dans de bonnes conditions. Et ça a permis à notre football de se développer. Parce que parallèlement, il y avait TP Mazembe, qui venait, 1967, 1968, qui gagne la coupe de jeunes qui sortent de l'école, qui jouent, qui formés à l'école de Mazembe. Après, il y avait le club qui a suivi, avec son sacre en 1973. Donc, vous voyez, donc, on a des équipes phares, on a l'équipe nationale, on était au sommet du football africain, vous vous rappelez? Mais après, la Coupe du Monde en 1974, là, il y a eu la chute. Parce que la déception était très grande, et puis on devait envoyer la première vague de joueurs professionnels, là, les maréchals s'étaient opposés, et puis ça cassait un peu. Et comme la relève n'était pas préparée, c'était un peu ça, la chute de notre football à ce moment-là. Pour refaire une nouvelle génération, ce n'était pas facile. Il a fallu prendre du temps. Alors, s'il faudrait en tout cas faire une comparaison, parce que vous avez vraiment mis du temps dans ce secteur. Oui. Alors, est-ce que, à notre époque, vous voyez vraiment où nos joueurs sont en train de progresser? Est-ce que la comparaison entre les joueurs de nos jours et les joueurs de l'ancien temps, est-ce que les joueurs de nos jours ont progressé, soit ils ont régressé par rapport à ceux de l'ancien temps? Dans le temps, on faisait de l'amateurisme. C'était, comme on dit, de l'art pour l'art. Les gens jouaient le football pour le plaisir. Le football, ce n'était pas un métier. Mais maintenant, aujourd'hui, les joueurs, c'est différent. Les joueurs, maintenant, ils vivent du football. C'est devenu son métier. Quand bien même nous sommes dans le système amateur, vous ne pouvez pas utiliser les joueurs dans 20 clubs
du matin au soir, ils viennent pour le plaisir, ils rentrent à la maison. Non. Il y a des circonstances qui ont fait que maintenant, les joueurs doivent nourrir sa famille. Il doit prendre en charge sa femme, ses enfants, ses cousins, ses oncles, etc. Donc il y a des exigences qui font que le joueur ne joue plus là pour rien. Ce qui fait que, vous voyez comment l'équipe, je prends l'équipe de V-Club, comment elle est ruinée. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils aiment peut-être les couleurs, mais ils ont un avenir assuré. Vous savez, en 2017-2018, V-Club a perdu 17 joueurs qui sont partis à l'extérieur. Non pas parce qu'ils n'aiment pas l'équipe, mais parce qu'ils doivent vivre. Quand vous regardez là les frontières ici, le football féminin, vous allez en Angola, qui sont à la base de la création du football féminin en Angola? Les Congolaises. Congo-Brazzaville, c'est pareil. En Guinée équatoriale, nos filles sont là-bas maintenant. Pourquoi elles ne restent pas ici? Parce qu'ici, il y a un problème d'organisation. La République démocratique du Congo, c'est un pays bien, riche, tout ça, mais on n'est pas organisé. On n'a pas eu cette chance-là. Dieu ne nous a pas donné ces virus-là de bons organisateurs. Tout le monde en parle. L'autre fois, j'étais avec Etofis, on a discuté. Et Etofis a dit, mais tout ce que vous avez comme talent, mon Dieu, les jours où vous mettrez une petite organisation, l'Afrique ne va pas bouger. Vous allez prendre des coupes chaque année. Et il a raison. Regardez maintenant, les joueurs sont en train de partir d'une manière désordonnée. Ben Malango était bien dans Mazembe, mais obligé de partir. Peut-être que ce que Mazembe lui donnait n'était pas suffisant. Vous avez des joueurs qui partent comme ça du matin au soir parce qu'il faut qu'ils fassent leur vie. Et puis, il y a la présence de la télévision qui influence les gens. Tout le monde regarde maintenant la télé, tout le monde, les parents commencent à rêver. Il faut que son enfant devienne comme Thierry Henry, comme Trezeguet, certains exagèrent même comme Messi, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens se disent, ah, c'est devenu maintenant un métier. Mais il faut l'organiser ici. On ne l'organise pas. Les footballeurs n'est pas au centre des préoccupations des Congolais, malheureusement. Regardez les infrastructures. On n'a pas d'infrastructure. Comment est-ce qu'on peut développer? Comment est-ce qu'on peut retenir les jeunes gens? À part les stades de Martyrs, les stades de Mazembe, qui est un stade privé. Vous allez qui s'engagent. Les chefs-lieux, il n'y a rien. À Mbujiba, il y a à peine les stades qui allaient sortir de terre. C'est-à-dire, si on peut comprendre, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas vraiment accompagné par l'État congolais. L'État congolais, c'est qui? L'État congolais, c'est vous, c'est moi, tout ça. Mais c'est comme je vous ai dit... Plus particulièrement par le gouvernement sectoriel. Oui, mais le gouvernement, c'est nous tous, en fait. Parce que les gens changent, les gens arrivent. Mais les gens n'ont pas l'essence d'organisation. Ça nous manque. Les gens, il n'y a pas de système de continuité. J'ai constaté ça. Vous prenez le ministère des Sports. Quand un ministre des Sports part, il part avec tout. C'est lui qui vient là, il y a une cassure. Il recommence. On a toujours tendance à recommencer. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de planification, il n'y a pas une organisation solide pour dire que non, notre objectif en 2030, nous devons gagner la Coupe du Monde. On n'a pas, on ne planifie pas, on n'organise pas. Nous venons de rentrer de Tokyo, au Japon. Les gens se sont dispersés. Chacun rentre chez lui et c'est terminé, l'aventure est terminée. Au moment où je vous parle aujourd'hui, on connaît la date, le 26 juillet 2024. C'est l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. 26 juillet 2024. La date est connue aujourd'hui. Nous sommes presque à 3 ans. Alors, un pays sérieux fait quoi? Trace un plan. Cible les fédérations susceptibles de nous représenter valablement. Que dans une certaine mesure, cela peut être aussi pour des entraîneurs, parce qu'avant on a vu le ministre du sport fit appel au cadre du COC, avant que le jeu olympique ne soit commencé. Ils avaient demandé de présenter le besoin, et puis c'est ce qui a été fait. Vous ne voyez pas que dans une certaine mesure, ça peut être le problème aussi des entraîneurs? Non, les entraîneurs, il faut les former. Le problème, c'est ça. Il y a beaucoup d'anciens sportifs. Et là, nous entrons dans le cadre de la reconversion. Nous avons toujours dit ça. Tout ça, ça fait partie de l'organisation. Il n'y a pas de planification. On se dit aujourd'hui, pour tout trésor, qui a servi énormément, je prends l'exemple comme ça, qu'est-ce qu'il va devenir demain? L'Européen, il réfléchit. L'Américain, il réfléchit. Il dit, il est talentueux aujourd'hui. Demain, il aura des choses à transmettre. Qu'est-ce qu'on fait? On planifie. On prépare la reconversion de cet élément qui a apporté certes sur le terrain, mais qui peut apporter également dehors du terrain.
Mais personne n'y pense. Regardez tous les footballeurs, les anciens. Ils sont dans quelle situation aujourd'hui? De misère. Regardez comment ils meurent ici. Déjà pour les enterrer, c'est tout un problème pour acheter un cercueil. Il faut attendre 36 signatures, tout ça. Donc tu vois tout ça. Ça commence à décourager aussi les joueurs. Les footballeurs n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Les footballeurs se disent non, ici c'est les sauf qui peut. Dès que vous avez un petit talent qui est en train d'éclore, autant partir. Et ils sont en train de partir. Et ça nous vide. Regardez notre sport d'une manière générale. Nous avons presque disparu de boussole. Sur le plan mondial, est-ce que les sports congolais existent comme dans le temps? On n'en parle pas. On était des références avant. Mais maintenant, on est en train de disparaître. Très bien. Voilà, faisons un peu un flashback sur votre parcours que moi j'estime radieux ou encore flamboyant. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent devenir comme vous, journalistes les plus pointus, parmi tant d'autres. Je voudrais savoir les obstacles ou encore les embûches que vous avez rencontrés pendant votre parcours, que moi j'estime un peu radieux. Sur le plan des embûches, je dirais que j'ai eu la chance de travailler dans les contextes internationaux et dans les contextes congolais. C'est différent. Moi, quand je vais commenter la Coupe du Monde, par exemple, non, je ne veux pas dire que je suis un prince, mais un journaliste qui est à la Coupe du Monde, tu touches à rien. Tu arrives, tu as tu as une équipe de techniciens, comme tous les techniciens qui sont de l'autre côté de la caméra là. Ils vous arrangent les studios. On laisse les journalistes le temps de préparer ces matchs. Contrairement ici. Moi, quand je vais au stade de Marté pour faire les matchs, chers amis, je souffre. Je dois chercher les chaises moi-même. Vous me comprenez? Okay. Quand je vais au stade de Marty, moi-même, je dois chercher les chaises. Moi-même, je dois nettoyer la table parce qu'il n'y a personne qui l'utilise, ça fait 2 mois. Il y a la poussière et tout, et tout, et tout. Tu as après, le journaliste doit balayer la cabine, les commentaires, doit tirer les câbles parce que les câbles ne sont pas là. Il doit se battre pour qu'on lui amène les moniteurs. Et tout ça, ça déconcentre les journalistes. Vous êtes peut-être à 1 heure ou à 2 heures de match. Au lieu de vous concentrer sur les matchs, commencer à préparer, voir les classements, non. Vous voyez dans quelles conditions nous travaillons. Le problème, c'est ça. Nous ne travaillons pas dans des conditions professionnelles qu'il faut. Vous allez au stade, vous n'avez pas de caméra. Vous n'avez pas l'enregistreur. Vous n'avez pas les cars pour vous ramener là-bas. Vous n'avez pas peut-être de rafraîchissement. Vous êtes dans une cabine où ça transpire. Les journalistes doivent sortir, chercher l'eau, chercher à envoyer les gens, tout ça. Non. Tout ça fait que nous travaillons dans de mauvaises conditions. Mais pas comparativement à nos amis de l'extérieur. Quand vous avez besoin de la documentation, vous êtes par exemple à France 2, il y a toute une section qui s'occupe de la documentation. Il suffit de demander. On dit, trouvez-moi le palmarès de l'ASV Club, trouvez-moi tel match. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais est-ce que parce que vous dites que vous travaillez dans de mauvaises conditions, est-ce que, oui. Bon, je ne sais pas, c'est ce que vous-même voulez, ouais. Peut-être pourquoi ne pas parler aux autorités compétentes pour que vous soyez aidés? Vous voyez qu'ils ne sont pas informés. Non, ils sont informés, mais les systèmes... Ça dit qu'ils ne réagissent pas. Non, le système n'est pas bon. Moi, j'ai l'impression que les Congolais n'aiment pas leur pays. Franchement, si on aimait ces pays, avec tout ce qu'on a eu comme résultat sur le plan sportif, on aurait eu des stades valables, au moins dans les chefs-lieux. On n'en a pas. Je vous ai parlé ici. Si vous allez à Bandundu, dis-moi, quel est le stade? Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Et les sportifs, les footballeurs de Bandundu, ils vont jouer où? Il n'y a pas. Regardez Kinshasa déjà. C'est saturé. Dès qu'il y a un petit espace, les bourgmestres ils vont en espace. À tel point que déjà sur le plan infrastructure, nous sommes diminués. Nous ne pouvons pas régresser. Je connais des sportifs qui m'ont dit, M. Kaboul, on arrête. Je préfère aller au ONZ, vendre la viande de chèvre, vendre le cacahuète, parce que je dois vivre. On décourage parfois les sportifs parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Depuis 1960, on n'a pas de palais des sports. 80 millions d'habitants. Bientôt là, on va atteindre 100 millions d'habitants. Il n'y a pas de palais des sports. Voilà. Comment voulez-vous vous développer? Je pense qu'on va y arriver pour marteler un peu là-dessus. Ouais. Moi, je trouve que, partant de ce que vous venez de dire durant votre parcours journalistique, je comprends que ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est les fruits de beaucoup de sacrifices consentis ou encore des efforts consentis. Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater
de journalistes, de gens qui se réveillent de bon matin comme ça, directement, ils se disent qu'ils sont des journalistes, que moi j'appelle d'ailleurs des moutons noirs. Les moutons noirs, ils sont Oui, mauvais. aujourd'hui, voilà, il suffit d'avoir une caméra, avoir un micro et c'est fini. Vous devenez journaliste. Je ne sais pas quel conseil donneriez-vous à ce gens-là. Ça, c'est aussi un programme, c'est des problèmes dans les tiers-mondes. Vous savez, la démocratie, il y a un mauvais côté de la démocratisation. Voilà, on a libéralisé. Maintenant, un homme d'affaires qui est à Chicapa, il a son argent, il crée sa chaîne de télé. Vraiment. Il n'est pas formé. Il n'a aucune notion sur l'audiovisuel. Il crée sa chaîne pour faire la propagande électorale. Il crée pour ça. Il ne tient pas compte des conditions des journalistes de travail parce que lui, il ne connaît pas. Lui, il a créé sa chaîne, c'est fini, il vient, il vous engueule, il enlève les gens quand ils veulent, il les recrute comme il veut. Alors, ces gens se retrouvent un tout petit peu, un peu partout. Ici, aujourd'hui, on a combien? Peut-être 75 chaînes de télévision. C'est pas sérieux, je crois que c'est le pays qui a le plus de chaînes de télévision. Vraiment. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Non. Est-ce qu'il y a un contrôle sur la formation du journaliste? Non. Le monsieur qui a sa chaîne, comme c'est une chaîne privée, il fait ce qu'il veut. Ça nous crée des problèmes énormes. Les moutons noirs. C'est difficile à contrôler. Vous ajoutez notre adversaire qui arrive. Les Facebook, les réseaux sociaux. Ça, ce sont nos adversaires. Parce que n'importe qui, même à la maison, un vendeur de cacahuètes, il envoie sa petite dépêche. Oh, vite à Salah qui boit tout ça. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que les sources sont vérifiées? Non. Mais tu ne peux pas contrôler ça. Ça, c'est déjà une grande lutte que nous devons mener face aux réseaux sociaux, qui sont nos premiers adversaires, parce qu'on ne les contrôle pas. Vous voyez les fake news, hein? Les fausses nouvelles, c'est plein. Comment démentir? Comment corriger? C'est un problème. Mais sur le plan professionnel, il faudrait que les institutions qui s'occupent des journalistes, ne fût-ce qu'au niveau de la rétribution des cartes de presse, soient très rigoureuses de manière à ce qu'on sélectionne dans la mesure du possible les vrais journalistes. Okay. Ça, c'est un peu facile. Vous avez les rédacteurs en chef ou les directeurs des informations qui peuvent confirmer la validité et dire oui, ça c'est un journaliste de KIN 24. Très bien. C'est une difficulté. Voilà, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant votre parcours, positivement parlant, et ce que vous regrettez jusqu'à nos jours de ne pas toutefois le réaliser. La Coupe du Monde 1998, extraordinaire. Je suis en France, à Paris, tout ça. On fait le conseil de rédaction, on me dit, M. Kaboulou, vous ouvrez la Coupe du Monde. Vous imaginez. On dit, c'est vous ouvrez le match de la Coupe du Monde, je crois France contre Maroc, en France. Vous avez le monde entier sur votre dos. Ça m'a frappé. On a travaillé. Et les jours de la finale, France-Brésil, au stade de Paris, même pas de Paris parce que c'est en dehors de Paris, le stade de France. On dit, M. Kaboulou, la finale. Vous faites la finale. France-Brésil. Bon. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'est des occasions rares. Un journaliste en France, où c'est plein de journalistes français, on vous confie, vous, un nègre, un match d'ouverture de la Coupe du Monde et une finale de la Coupe du Monde. Tu te dis quand même, non. Tous les Français sont autour, vous êtes entouré des techniciens français qui vous arrangent la cabine et tout avec votre consultant. Et vous faites cette finale de la Coupe du Monde en France, en français. J'ai dit, bon, c'est quand même quelque chose. Ça m'a frappé dans ma carrière. Et négativement parlant, vous regrettez négativement parlant, on n'a pas, en général, on n'a pas tout ce qu'il faut. Hein. Il y a des événements qui nous échappent. Il y a des événements qui nous échappent parce que peut-être on est limité, il n'y a pas de possibilité pour nos télévisions de prendre tous les événements. Nous, regardez là, on vient de terminer les Jeux Olympiques, on n'a pas diffusé les Jeux Olympiques, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes dépendants de l'État, qui est le pourvoyeur, qui est notre sponsor. Si l'État n'est pas en mesure de payer, bon, maintenant on s'apprête pour la Coupe du Monde. Verrons-nous les matchs de la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes en règle vis-à-vis de la FIFA? Est-ce que nous sommes en règle vis-à-vis? Imaginez-vous si on rate les matchs de la Coupe du Monde. Ça, c'est dur pour un journaliste. Parce que j'aurai tout le monde à la cité, dans la rue, tout ça. Alors,
Monsieur Ça, c'est le Kaboulou. côté négatif. Monsieur Kaboulou, qu'on peut faire. Oui, mon frère. êtes-vous un tout petit peu fatigué de tout le travers que vous rencontrez dans votre parcours journalistique? Parce que, permettez-moi de dire, on a vu en 2018, vous cherchiez à devenir député provincial. Pourquoi vous vouliez transhumer? Non, j'ai pris cette décision-là parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tout ce que nous disons, est-ce qu'on nous écoute? J'ai dit non, je vais tenter l'aventure, aller au Parlement là où on prend les décisions. Peut-être que si tu as la chance de rentrer là-dedans avec d'autres copains, tu auras la possibilité de transmettre les messages. C'était ça la motivation principale. Parce que j'ai l'impression que tous les débats que nous faisons ici, ça rentre, ça passe. J'ai dit non, non, autant aller là où ça Parce que prend nos des jours, on a décisions. remarqué, la plupart des journalistes laissent le journalisme pour faire la politique, laissent le journalisme Ça dépend pour de faire la chacun. pratique. Ça dépend de chacun. Moi, la motivation était celle-là. Je me dis, j'ai beaucoup donné. Bon, je suis fin carrière. Bon, peut-être passer de l'autre côté de la barrière pour apporter ma petite expérience. Et puis, je vous ai dit qu'on n'a pas de palais de sport. Je n'ai jamais entendu un jour Alors, au si jamais Parlement. vous deveniez aussi député, laisseriez-vous le journalisme, soit vous allez, vous Non. auriez dû combiner? Je suis comme un prêtre. Ok. Le pape Benoît XVI, il est au Vatican. Il a été pape. Mais il a été retraité. Mais il est au Vatican. Tu ne vas pas lui enlever le statut de prêtre. C'est comme moi, comme toi. Est-ce Peut-être que à vous moins que tu encouragez changes ça, après. M. Kaboulou, vous Je encouragez suis ça? journaliste. Je suis journaliste jusqu'à ma mort. Ça, c'est clair. J'ai fait des études de journalisme. Vous voulez que je fasse quoi? Quelqu'un qui est médecin, jusqu'à sa mort, il est médecin. Même s'il est retraité, il sera médecin. Je suis journaliste jusqu'à ma mort. Vous regardez en Europe, les anciens journalistes, ils sont là. Je vais prester peut-être un jour collaborateur à Kim 24, on ne sait jamais si je termine avec la RTNC. Je peux prester à travers les télévisions. Vous m'invitez, je viens dans des émissions. Alors, M. Kaboulou, hier, quand on annonçait que vous allez passer, il y a un téléspectateur qui nous avait laissé un message. Il avait dit vraiment, je traite cette question. Veuillez poser cette question pour moi. Oui. La personne, c'est D'accord. Don Zongo qui nous suit déjà en ce moment. Ouais. Il a dit, dans la plupart de vos commentaires, vous tout à trouvez fait. le nom des autorités, des politiciens. Est-ce que c'est toujours le professionnalisme ou soit c'est juste un simple geste de courtoisie? Non, là, ton ami, il exagère un peu. Je ne cite pas trop le nom. Ça dépend des circonstances. Moi, je suis devant mon moniteur. Les directs, c'est ça. Il faut dire à ton copain. Je ne gère pas tous les caméramans. Vous comprenez? Moi, j'explique l'image qui est sur mon moniteur. C'est l'image qui passe à la maison. J'ai fait ça, j'ai commencé à faire des remarques. L'autre jour, j'étais en train de commenter au stade de Marty, au match de l'équipe nationale. Poum! On m'a mis Werrason, qui est régulier au stade. Le vin était tiré. Non, je te dis, je vois sur mon moniteur Werrason. Que veux-tu que je dise à ce moment-là? Pour vous qui êtes à la maison. Donc, les caméramans nous piègent. Ils sont là. Parfois, ils ne suivent pas les instructions du réalisateur. Les caméramans, peut-être, ils s'arrangent. Il y a des musiciens, il y a des personnalités qui viennent au stade. Oh, ils ne traitent pas avec nous. Moi, je suis dans ma cabine, concentré sur les matchs. Toi, on vous montre un député. On vous montre, je ne sais pas moi, un ministre. On vous montre, je ne sais pas moi quoi, une vedette, une star de musique. L'autre jour, j'étais au stade, pas sur mon écran, je vois Céléo qui passe. Je n'ai rien contre, hein. J'explique. Oui. Mais je vois Céléo sur l'écran. Je vais dire quoi? Heureusement, je connais. Là, directement, je bondis, je suis commentateur. Je vais dire, voilà, les musiciens viennent quand même encourager les léopards. Vous voyez comment j'enchaîne? Très bien. J'enchaîne. Je suis obligé d'enchaîner. Même si on va faire des remarques aux caméramans après. Mais là, je dis, ah, c'est Céléo qui est très très bon, animateur et tout, et tout, et tout. Ceux qui sont à la maison, ah, t'as la Kaboul, t'as la Kaboul. Moi, je n'ai pas donné cette image-là. Mais là, parce qu'il y a Moi, j'ai tendance- subi. Là, il y a J'ai tendance- subi parce que mon réalisateur me présente cette image-là. Le problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent non, Kaboulou, Kaboulou, tu as vu ma banga. Non, n'a pas ce exemple. Quand Céléo est entré au stade, n'a mon inquiété. Quand Werrason est entré au stade, n'a mon inquiété. Maintenant, écran va passer Ngai Werrason, n'a le banin. Quand on me montre, je vais dire, ah, Giama, Yang Giama, tout ça. Je donne. Parce que je crois que tu vois, ça, ce n'est pas moi. Voilà, monsieur Kaboulou, voilà. Parlez-nous un peu de la révision du statut de la FECOFOA, Ouais. loi choisie par monsieur Constant Omar, que vous n'avez pas d'ailleurs apprécié. Je ne sais pas. Non, pas apprécié. Omar, j'ai apprécié, gentleman, bosseur, il a beaucoup fait. Mais il y a des chapitres
où avec Omari, on ne s'entendait pas. C'est notamment les statuts. Parce que moi, j'ai toujours dit à Omar que non, ton statut là est sur mesure. Tôt ou tard, il va créer des problèmes. Peut-être qu'Omar est en train de me suivre. Intérieurement, il va me dire non, Kaboul. À un certain moment, vous commencez à les taxer de dictateurs. Absolument. Il avait Pourquoi? changé de statut Tout qui, à fait. Sur mesure. sur mesure. Parce qu'il était seul C'est bon candidat. pour rester Seul. seul. Oui, parce que les dictateurs, c'est ça. La manière de se faire passer, c'est d'éliminer les autres. Ils ont fait des statuts pour que lui, il se retrouve seul candidat. C'est injuste. Nous sommes dans un pays de football où il y a beaucoup d'intelligence. Moi, mon problème, c'était ouvrir les statuts. C'est la lutte que je mène, même aujourd'hui, je dis à Chibanga. Est-ce que sa sanction, c'était une fuite en avance? Quoi ça? Sa sanction, plutôt, excusez-moi, sa démission. Est-ce que c'était une fuite en avance, vu aussi les sanctions réservées par la FIFA? Est-ce que c'est une fuite en avance ou soit c'est un sentiment personnel? Non, vous savez que Omar a beaucoup travaillé dans le foot, hein, une vingtaine d'années. Hein, et il a eu la chance. C'est l'honneur aussi de la RDC, trouver quelqu'un au niveau du sommet de la FIFA, tant mieux. Il a présidé la CAF, hein, président intérimaire, ça fait honneur à la République démocratique du Congo. Mais on dit toujours, c'est au sommet de la montagne que les tonnerres grondent. C'est des proverbes. Si tu arrives au sommet de la montagne, fais attention. Parce que la première pluie, la foudre peut te prendre. Parce que tu es exposé. Comme il était là-dedans, il était devenu la cible aussi, parce qu'il ne s'aime pas nécessairement. Il y a beaucoup de pièges. Bon, là, il y a eu ce qu'il y a eu, des incompréhensions, et il y a eu des dossiers, malheureusement. Il a été cité dans un dossier de droit, de diffusion. Ça a coûté sa carrière, c'est dommage qu'on ait... Très bien, les temps n'étant pas notre compagnon, alors ouais. Nous sommes en train un tout petit peu d'arriver à la fin de l'émission, alors je vais laisser la dernière parole, la dernière question à mon confrère et puis on va clôturer. Voilà, je voudrais juste poser une petite question à M. Kaboulou. Oui. Je ne sais pas, à part les journalismes, qu'est-ce que vous pouvez encore offrir au peuple congolais pour qu'il soit content? Juste après les journalismes. Là, Non, il n'y a pas d'après-journalisme. Moi, je suis journaliste jusqu'à ma mort. Je vous dis clairement, c'est peut-être pas un secret, au moment où je suis en train de chuter, de terminer ma carrière, Okay. j'ai presque rempli toutes les conditions pour ouvrir une chaîne de télévision sportive. Je l'ai dit aujourd'hui. Bon, donc vous voyez, je serai occupé demain. Dès que je termine, je dépose ma casquette à la RTNC, je deviens un journaliste libre, je ne dépends plus de l'État parce que maintenant, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas apparaître. Surtout en que public. vous avez encore des ambitions très politiques. Non, je pense que j'ai des messages à transmettre aux jeunes. Je ne vais pas emporter tout ce que j'ai. Je dis non, une petite chaîne où peut-être des jeunes vont venir pour qu'on crée une nouvelle dynamique. Parce que nous qui sommes dans des chaînes d'État, mais nous obéissons aux injonctions de l'État. Nous ne sommes pas totalement libres, mais il y a des limites. Mais tout ce que j'ai emmagasiné, il faut que je transmette ça. C'est peut-être ça, un jour, on se retrouvera peut-être, pourquoi pas, dans la vie. Donc considérez que je suis toujours votre confrère, Très bien. quel que soit... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comprenez déjà que c'est la fin de l'émission. Alors, il y avait vraiment à parler avec M. Kaboulou. Alors, M. Kaboulou, qu'est-ce que l'émission Touche à tout pourra retenir de votre passage? De mon passage, que... Votre dernière parole, en fait. Oui, non, pas ma dernière parole, je refuse. Je suis prêt à revenir. D'accord. Peut-être qu'il y aura des réactions des téléspectateurs. Exactement. Et c'est pour ça, On laisse cette ouverture-là. C'est votre mission. Si vous avez des demandes des téléspectateurs qui, sur l'un ou l'autre point, ils n'ont pas bien compris, je suis prêt. Okay. Donc, je n'ai pas de derniers mots, mais simplement, je conseille les jeunes journalistes de travailler avec sérieux. Notre métier est trop exigeant. On ne vient pas au journalisme pour s'enrichir, non. Là, vous vous trompez de vocation. Nous venons pour apprendre, on vient plus par vocation. Et quand vous arrivez dans le journalisme, allez étape par étape. Moi, je suis allé étape par étape. J'ai commencé au bas de la passerelle et petit à petit jusqu'à devenir directeur aujourd'hui. Je suis dans ma 38e année à la Voix du Zaïre, à la RTNC. C'est énorme. Aujourd'hui, peut-être les gens m'envient, mais je fais des sacrifices. Il faut que les journalistes soient prêts à consentir des sacrifices, à être disciplinés, à respecter la hiérarchie, à suivre ce que les aînés disent. Moi, je dis toujours aux jeunes journalistes, vous arrivez aujourd'hui à la rédaction, vous voulez aller à la Coupe du Monde. Non, prenez le temps, votre tour viendra. Ne soyez pas pressés
et Très bien. aller tout doucement. Merci beaucoup, Amon Bilolo. Bien, juste remercier nos téléspectateurs. Voilà, je pense qu'ils ont été nombreux à nous suivre. Et voilà, pour ceux qui mettaient le fait de nous suivre sur le net, nous sommes sur Touche à Tout TV officiel, mais aussi sur TV du Peuple RD Congo et sur Facebook, la même chose. Dire aussi un grand merci à Maître Michel Chisungu Kaimbe, mais aussi à Monsieur Mike Makema. Merci. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous comprenez que c'est déjà la fin de l'émission. Permettez-moi de dire, soit de saluer, soit de dire un grand merci à Dadi Gampi, Maurice, lui qui a assuré la belle finale. Et puis le son, c'était assuré par Jonathan. Et puis derrière les caméras, il y a eu la présence de Toms, il y a la présence de Matello, Jérémy. Je dis comme ça un grand merci à André Tupamadem qui est ici sur place avec nous. Je dis aussi un grand merci à Samuel Boul-Ndembo qui est ici avec nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao.